En Côte d'Ivoire, bientôt la création d'une coalition contre Ouattara. Des représentants du FPI et du PDCI étaient à la rencontre fondatrice de ce nouveau front. Instabilité croissante en Libye. La Tunisie, victime d'une attaque contre le musée du Bardo, insiste sur l'urgence de trouver une solution à la crise libyenne. Michelle Obama défend l'éducation des jeunes filles. En visite au Japon, elle fait la promotion de son programme Let Girls Learn Initiative. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal sur Sika. En Côte d'Ivoire, des représentants d'une dizaine de partis politiques issus de la majorité et de l'opposition annoncent la création d'une coalition. Cette dernière entend aller contre le chef de l'État ivoirien, seul candidat d'envergure déclaré avant la présidentielle d'octobre. À 7 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, des opposants au régime du président ivoirien créent la coalition anti-Ouattara. Une coalition qui se veut victorieuse et qui rassemble, selon les initiateurs, tous ceux qui jugent catastrophique le bilan du président sortant, mais aussi les frustrés et les déçus de l'opposition et de la mouvance pour qui Alassane Ouattara ne mérite pas un second mandat. La coalition a été portée sur les fonds baptismaux à l'issue d'une réunion qui a vu la participation des représentants du Front populaire ivoirien et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Nous avons demandé à rencontrer la direction du Front populaire ivoirien, d'abord pour venir les saluer, apporter à ces militants notre compassion et nos soutiens, et puis en même temps leur proposer un plan de bataille pour les échéances qui arrivent en 2015 pour les élections. Ça peut ramener un minimum de cohésion dans le corps social tout entier. Nous pensons qu'il est important que les Ivoiriens se rassemblent. Au total, 10 partis politiques issus de la majorité présidentielle et de l'opposition sont représentés au sein de la coalition anti-Ouattara. L'option d'une candidature unique pour la présidentielle d'octobre 2015 n'y est pas encore à l'ordre du jour, mais on y dénombre déjà 8 candidats potentiels. En Tunisie, les responsables politiques témoignent leur soutien aux victimes blessées des attaques du musée de Tunis. Quant à la communauté internationale, elle dénonce un acte lâche et crapuleux. Le Premier ministre tunisien Habib Essid, le ministre de la Santé, ainsi que d'autres responsables politiques étaient au chevet des victimes de l'attentat perpétré mercredi dans le musée du Bardo à Tunis. Plusieurs dizaines de blessés sont à déplorer, en majorité des touristes européens. C'est cette occasion pour manifester mes condoléances à tous ceux qui ont été malheureusement tués à travers cet acte de barbarisme. C'est la guerre contre le terrorisme. Ça a touché Paris comme ça touche la Tunisie, comme ça touche la Libye avec des actes barbares, des barbares qui ont égorgé 21 Égyptiens. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est en guerre contre ces terroristes. Habib Essid a identifié les 2 assaillants du musée comme tunisiens. L'attaque à l'arme automatique qui a duré environ 4 heures n'a pas été encore revendiquée. Les États-Unis ont condamné fermement l'attentat par la voix du porte-parole du département d'État. Nous présentons nos condoléances aux familles et aux proches des victimes. Nous saluons la réponse rapide des autorités tunisiennes après ces violences et leurs efforts pour mettre fin à la prise d'otages. Les États-Unis sont solidaires du peuple tunisien dans cette période difficile et nous continuons à soutenir le gouvernement tunisien dans ses efforts pour arriver à une Tunisie sûre, prospère et démocratique. Plusieurs centaines de Tunisiens ont commencé à se rassembler mercredi soir à Tunis pour dénoncer cette attaque. Réunis face au théâtre de l'avenue Habib Bourguiba, artère principale du centre-ville, des manifestants de tous les âges brandissaient des drapeaux tunisiens, scandant des slogans hostiles aux terroristes. Je suis trop déçu du gouvernement.
J'étais optimiste sincèrement, mais là je suis plus optimiste. Je suis très déçu. La Tunisie fait face depuis la révolution de janvier 2011 à l'essor d'une mouvance djihadiste armée. Ainsi, une soixantaine de policiers et militaires ont été tués dans des heurts armés, notamment près de la frontière algérienne où un groupe armé lié à Al-Qaïda est actif. Aux dernières nouvelles, la présidence tunisienne a annoncé l'interpellation de 9 personnes suspectées d'avoir été en relation avec les 2 assaillants responsables de l'attaque du musée du Bardo. Le ministre des Affaires étrangères tunisien appelle donc à la solidarité internationale dans la lutte contre le terrorisme. Un appel qui fait suite à l'attaque sanglante perpétrée contre le musée du Bardo à Tunis. Il a par ailleurs déclaré que l'instabilité et l'absence d'État, comme en Libye, est le terreau qui favorise le terrorisme. L'instabilité en Libye est le terreau du terrorisme en Tunisie. C'est ce qu'a affirmé le ministre tunisien des Affaires étrangères Taïb Bakouche, appelant la communauté internationale à agir pour parvenir à un gouvernement unitaire dans ce pays. Pour le ministre tunisien des Affaires étrangères, la lutte contre le terrorisme passe par le renforcement du tissu socio-économique et de la coopération. Ces déclarations font suite à l'attaque perpétrée ce mercredi par les terroristes au musée du Bardo à Tunis. Cette attaque se déroulait au moment où les membres du Parlement tunisien discutaient d'une loi sur la lutte contre le terrorisme. C'est un coup dur pour la Tunisie, mais nous voulons aussi que tous nos amis comprennent d'abord que le terrorisme peut frapper partout et à n'importe quel endroit. Il faut être solidaire dans la lutte contre le terrorisme. Nous soutenons toute action qui vise à trouver une solution en Libye pour avoir un seul gouvernement capable de contrôler l'ensemble du territoire. La Libye est aujourd'hui dirigée par 2 parlements et 2 gouvernements rivaux, l'un proche des ministres islamistes qui contrôlent la capitale Tripoli et l'autre reconnu par la communauté internationale qui siège à Tobruk dans l'est du pays. Le 12 mars, en Somalie, les États-Unis ont, par une attaque de drone, abattu un responsable islamiste Shebab Adan Garar, d'après le Pentagone. L'homme représentait une menace majeure pour la région et la communauté internationale. Sa mort est un nouveau coup porté au Shebab. Le Pentagone avait déjà reconnu vendredi dernier avoir mené une frappe contre un responsable Shebab le 12 mars, mais sans confirmer l'identité de la cible et son sort. Largement battus sur le terrain militaire en Somalie, les insurgés mènent depuis plusieurs années des attaques dans des pays voisins, engagés militairement contre eux en Somalie. Ils ont multiplié les attaques au Kenya depuis que celui-ci a envoyé son armée les combattre en Somalie en octobre 2011. L'attaque contre le centre commercial Westgate à Nairobi avait fait 67 morts et plus de 175 blessés en septembre 2013. Les États-Unis ont déjà éliminé un responsable des Shebab au début de l'année. Et au mois de septembre dernier, une autre frappe américaine avait eu raison du chef des Shebab, Ahmed Abdi Godan. Les islamistes somaliens restent la principale menace pour la paix en Somalie, où les premières élections multipartites au suffrage universel depuis plus de 40 ans sont prévues en 2016. Les populations des grandes villes du Bénin vivent depuis quelques semaines au rythme de coupures intempestives. Dans tous les secteurs d'activité, les grincements de dents à n'en point finir. Le constat à travers cet élément signé Joël Yetonji. Sous un soleil de plomb, un de ces après-midi à Cotonou, capitale économique du Bénin, Ulrich et les siens, venus étancher leur soif, ne pourront se faire plaisir. Les boissons, quoique conditionnées, sont loin de combler leurs attentes. Monsieur, venez s'il vous plaît. Venez. Nous, on est vraiment désolés, c'est parce qu'on ne peut pas prendre ça. On ne peut pas prendre un truc, il fait chaud, on va prendre un truc chaud. Didier Sessou, le tenancier de la buvette, se voit malgré lui dans l'obligation de laisser partir ses clients, donc de ne pas encaisser de l'argent. C'est le délestage. On n'arrive pas à rafraîchir nos boissons. Les clients viennent, les boissons sont chaudes, ils s'en vont. Mais malgré qu'il y a le délestage, le montant des factures augmente au jour le jour. Et puis on ne comprend plus rien. Un peu plus loin, chaises et tables sont bien disposées, mais on attend désespérément le premier client indulgent. Mais c'est un manque à gagner terrible. Mais vous avez des charges fixes tous les jours. À la fin du mois, vous payez le personnel et les factures de la SB viennent. On ne vous attend pas.
Donc ça veut dire que c'est un manque à gagner terrible. Et on ne sait même pas si ces clients reviendront. Vraiment, ça fait pitié, on ne sait pas comment faire. Ça nous appauvrit encore cette histoire. Et vous voulez parler d'investissement dans le pays? Il ne faut pas rêver. Hein? Nous prions vraiment le ministre qui est en charge de l'énergie qu'il fasse tout pour que nous ne fermions pas nos portes. Du petit entrepreneur au citoyen lambda, tout le monde se sent lésé. Ouvriers, artisans et autres ont tous du travail, mais sont constamment contraints au repos. Dans le rang des apprenants, seul l'élève consciencieux continue d'étudier. Avec l'électricité, c'est difficilement nous apprenons. Et maintenant, tu sors des cours, tu vas à la maison, tu vois qu'il n'y a pas d'électricité, tout ça. Ça nous décourage d'abord, ça ne nous motive pas de même prendre le cahier d'ouvrir. À tout moment, on coupe. Ceux qui utilisent le courant n'ont pas le courant pour travailler. Et comment le pays peut fonctionner? Les désagréments sont à tous les niveaux et chacun, dans son coin, rumine son chagrin. On nous a promis que le délestage est conjugué au passé. Je constate que le délestage est au présent et peut-être encore au futur. Monsieur le journaliste, je pleure pour mon pays. On investit des milliards pour la promotion de l'énergie électrique, mais plus on investit le milliard, plus on manque d'énergie. Face à la situation pour le moins intenable, les associations de défense des droits des consommateurs sont carrément sans voix. Approchées, les autorités au plus haut niveau de la SBE, société distributrice de l'énergie, se sont refusées pour l'heure à toute déclaration. Mais elles jurent, en dépit des désagréments, être toujours plus proches de leur clientèle. Voilà, nous allons de ce pas donc au Japon. Michelle Obama en visite dans ce pays pour la toute première fois lors de ce premier déplacement. Donc, elle a mené une table ronde sur l'éducation des jeunes filles à travers le monde. L'un des objectifs du déplacement de Michelle Obama est de réaffirmer l'importance accordée par les deux pays à l'éducation dont doivent bénéficier les filles à travers le monde. Une occasion pour promouvoir son programme Let's Girls Learn Initiative. Un projet de développement favorablement accueilli par le Japon qui investit considérablement déjà dans la scolarisation des filles. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? Le Japon, comme toujours, ne se détournera jamais du combat pour réduire la pauvreté. Nous allons prendre la tête de la communauté internationale et élargir notre aide. Ceci avec la détermination ferme de faire en sorte que chaque pays en développement puisse donner le meilleur de lui-même. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne publique américaine qui vise à faire lever des fonds et accompagner l'enseignement des adolescentes dans les pays où elles n'en bénéficient pas suffisamment ou pas du tout. Michelle Obama a souligné ce jeudi l'urgence d'aider les filles à travers le monde à bénéficier d'un enseignement. Elle a relevé les obstacles culturels et pas seulement économiques. Avec cet engagement, le Japon montre l'exemple à suivre pour le pays à travers le monde. Et avec ce nouveau partenariat entre nos nations, nous lançons un appel à l'action des nations à travers le monde. Dans les mois et les années à venir, nous allons appeler les dirigeants du monde entier pour leur demander d'approfondir leur engagement dans l'éducation des femmes. We will be reaching out to world leaders and asking them to deepen their commitment to girls' education. La première dame des États-Unis qualifie de crise le fait que 62 millions de filles dans le monde se voyaient refuser le droit d'aller à l'école. Michelle Obama a ensuite rencontré Shinzo Abe dans sa résidence officielle, l'empereur, l'impératrice et le Premier ministre du Japon. Nous arrivons donc au terme de cette édition que nous vous avons présentée avec tout le plaisir. Merci de nous avoir reçus chez vous.